Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Aujourd'hui, on a un numéro spécial qui intervient, que vous allez pouvoir voir en même temps que la semaine de l'environnement et de la réduction des déchets en Guadeloupe, qui se passe du 16 novembre jusqu'au 24, je pense. Voilà. Donc si on s'est bien organisé, vous allez entendre et voir cet épisode en même temps que cet événement. Cet événement est organisé par l'ADEME Guadeloupe et la région Guadeloupe. Et on s'est dit que c'était intéressant de faire un podcast pour parler spécifiquement des déchets. On a reçu la dernière fois Jérôme Roch, qui est le directeur de l'ADEME. On a parlé quasiment exclusivement d'énergie et d'adaptation au changement climatique. L'ADEME travaille aussi sur tout ce qui est déchets, économie circulaire. Et pour ça, on reçoit aujourd'hui 2 ingénieurs de l'ADEME. Et on va faire ça en 2 parties. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbe. Du coup, on commence par Axel Roviol. Bonjour Axel. Bonjour Bertrand. Alors, tu peux nous dire spécifiquement ce que tu fais à l'ADEME ? Oui, alors donc moi je suis ingénieur déchets économie circulaire. Je travaille particulièrement avec les entreprises et les associations. Et donc mon objectif, c'est d'accompagner les porteurs de projets du territoire dans leur projet d'économie circulaire. Donc on leur apporte un accompagnement technique et financier principalement. D'accord, super. Donc, on expliquera plus tard ce que c'est que l'économie circulaire, parce que pour certains, c'est un grand terme qui est un peu obscur. Mais on va commencer par la CERD, donc la semaine de l'environnement Européenne. La semaine européenne. Ah, je crois que c'était la semaine de l'environnement. Ok. Semaine européenne de réduction des déchets. D'accord, excusez-moi. Donc, la semaine européenne de réduction des déchets, en quoi elle consiste ? Quel est son principe ? Ouais, et donc la CERD, donc Semaine européenne de la réduction des déchets, c'est un événement qui est annuel. Et cette année, donc tu l'as dit, il a lieu du 16 au 24 novembre 2024. C'est une semaine d'action, c'est l'organisation d'une semaine d'action pour réduire nos déchets. C'est à échelle européenne et en France, on l'a dit, c'est porté par l'ADEME et en local, c'est co-organisé par la Guadeloupe, la région Guadeloupe et l'ADEME. L'objectif, c'est vraiment de la CERD, c'est vraiment d'inciter à un changement de comportement, c'est vraiment de promouvoir des pratiques durables, des comportements durables et pérennes dans nos habitudes de production de déchets. C'est d'inciter à prévenir notre production de déchets et à la réduire. Et comment ça prend forme concrètement pendant cette semaine ? Les acteurs du territoire, les associations, les entreprises, les EPCI, elles sont encouragées à organiser des actions qui vont aller dans ce sens de justement promotion de pratiques durables et d'incitation à la réduction des déchets. Et cette année en Guadeloupe, justement, on est arrivé à un score record d'actions qui sont enregistrées, qui sont labellisées. C'est aujourd'hui la fin des labellisations. Et on a 55 actions qui sont prévues pendant toute la semaine de la CERD, avec vraiment très variées, très diversifiées. On a des ateliers de réemploi, on a des ateliers cuisine de produits d'invendus alimentaires, on a des visites de centres de tri, on a des villages éco-citoyens, des ateliers couture, on a quelque chose de très varié. Donc c'est super large, ok. Ouais. Et c'est vrai que la réduction des déchets, ça touche plein de secteurs, ça touche les industries, ça touche les particuliers, ça touche tous les domaines. On peut tous s'améliorer dans ce sens-là. Et c'est tellement vaste que vous avez choisi cette année une thématique spécifique pour focaliser sur ça. C'est quoi ? Oui, effectivement, tous les ans, il y a un thème qui est mis en avant dans le cadre de la CERD. Et cette année, le thème, c'est « Manger mieux, gaspiller moins ». Donc l'idée, c'est ça, c'est de promouvoir une alimentation durable et de sensibiliser sur le gaspillage alimentaire, qui est un réel fléau. Pour contextualiser un petit peu, effectivement, le gaspillage alimentaire, on a souvent tendance à penser que c'est juste au moment de la consommation en fait, qu'il se fait chez le consommateur, à la maison ou au restaurant. C'est le plat qu'on finit pas ou les produits qu'on a perdus, qu'on a gaspillés dans le frigo. En réalité, le gaspillage alimentaire, il se fait sur toute la chaîne d'approvisionnement en fait, alimentaire, que ce soit au niveau de la culture de l'aliment, que ce soit au niveau de
la transformation, la fabrication, du conditionnement, du transport. Enfin, il y a vraiment du gaspillage alimentaire qui se fait à tout niveau. Ouais. Et pour donner des chiffres, au total, on est à peu près sur 4 millions de denrées alimentaires qui sont perdues par an en France. Wow, 4 millions de tonnes. De tonnes, ouais. Ouais. Et d'accord. Et sur combien, est-ce qu'on a une idée de quel pourcentage ça représente de ce qui est consommé? Sur le total Ouais. Alors là, non, Alors, je saurais. Quel pourcentage de bouffe on perd? Alors là, non, je saurais On pas sait pas, dire. ouais. Non. Ça serait intéressant de savoir. Ouais. D'accord. Et donc là, le gaspillage, il se fait. Donc, c'est pas uniquement le gaspillage quand on mange chez soi, c'est pendant la transformation des aliments aussi. Donc, Ouais. les industries qui Tout- transforment. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est aussi les produits, des fois, qui sont jugés Mhm. pas beaux, pas conformes. Des fois, où on Ouais. renvoie des palettes entières parce que ils sont esthétiquement pas vendables, pas commercialisables. Je sais pas, puis il peut y avoir une rupture dans la chaîne du froid aussi chez les industriels, Ouais. même lors d'une récolte, enfin d'une production, je sais pas, chez un agriculteur. Il peut y avoir, peut-être abîmé par des insectes ou trop. Mais il y a une loi qui est passée là-dessus, il me semble, pour éviter le gaspillage alimentaire. La loi AGEC. Ouais. Oui, tout à fait. La loi AGEC, elle est assez générale, hein. C'est vraiment l'idée de la mise en place de la promotion de l'économie circulaire, hein. C'est anti-gaspillage et économie circulaire. Et qui, justement, effectivement, prévoit de fixer des objectifs, en tout cas sur le gaspillage alimentaire notamment. Je crois qu'on est sur une réduction de 50% sur nos chiffres de gaspillage alimentaire d'ici 2030. D'accord. Parce que c'est vrai que ça fait partie des choses qui choquent. J'ai un souvenir d'être devant une boulangerie, une chaîne, hein, Ouais. et parce que souvent les petits boulangers, ils ont ce réflexe ou les petits artisans, on va dire, de récupérer, de pas gâcher. Mais dans les grandes chaînes, il y a souvent on va dire, des politiques qui font que à 18h pile, on va tout jeter. Ouais, totalement, c'est beaucoup On peut plus même compliqué. plus acheter, on peut même pas récupérer ou quoi, parce que voilà, sinon, Même pour des questions d'hygiène, etc. C'est vrai qu'ils sont assez réglementés là-dessus. ouais, voilà, et c'est vrai que c'est compliqué. Concrètement, si on se pose la question plus spécifiquement pour la Guadeloupe, est-ce qu'il y a un impact du fait d'être une île, d'être un territoire insulaire, sur justement la gestion de ces déchets alimentaires? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser en particulier, ou est-ce que finalement c'est un sujet qui concerne tout le monde, mais quelle est la place de la Guadeloupe par rapport à cette problématique? Des déchets alimentaires de manière spécifique. Ouais. Pour le coup, le fait que la Guadeloupe soit un territoire insulaire, on est soumis aux mêmes spécificités que le territoire hexagonal. On fait aussi une réglementation qui est passée en début d'année qui fait que chaque producteur de biodéchets doit trier à la source son biodéchet. Et donc pas que justement les industriels, mais aussi les ménages en fait. Ça, c'est depuis janvier 2024. C'est ça, ouais. Donc, en fait, ça fait plusieurs années que la loi est passée. On était sur des seuils au début pour les producteurs de plus de 10 tonnes, qui a été abaissé au fur et à mesure des années. Et donc là, depuis le 1er janvier 2024, on est vraiment sur tout producteur. Et donc, au niveau des ménages, on doit effectuer également le tri à la source des biodéchets, ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment respecté, puisque, en tout cas, les dernières études nationales montrent qu'un tiers de nos déchets ménagers, donc la poubelle grise, est composé de déchets alimentaires. Bon, la réglementation vient de passer, donc sûrement que d'ici quelques années, le ratio va diminuer. Mais il y a encore trop de déchets alimentaires dans nos déchets ménagers qui devraient être triés. Après, c'est un problème souvent qu'on va retrouver dans les villes, parce que je vois en Guadeloupe, il y a quand même il y a un réflexe de compost qui commence à aller. Il y a eu des grosses initiatives aussi, des agglos pour distribuer des bacs de compostage. Et puis aussi, traditionnellement, les manger cochons, tu sais, les restaurants, etc., qui donnent... Et je pense que la Guadeloupe, alors c'est vrai que du coup, on est insulaire, donc on ressent tous ces effets plus forts, mais en même temps, on vient aussi d'une situation où les anciens, justement, ils gâchaient rien. Donc c'est peut-être aussi retrouver des réflexes. Est-ce que ça, dans la CERD, justement, vous avez prévu des ateliers qui vont dans ce sens-là concret? Oui, tout à fait. Alors justement, j'ai plus tout le
le panel des actions qui sont prévues. Mais effectivement, il y a pas mal de structures, d'associations notamment, qui ont prévu des ateliers de formation compostage, de distribution de compostage ou même d'apprentissage au compostage. Comment est-ce qu'on fait son compostage soi-même, chez soi, donc avec des maîtres composteurs qui vont proposer ça. Il va y avoir pas mal de sensibilisation aussi de mémoire dans les écoles. Il y a les syndicats de déchets qui vont distribuer du compost aussi aux citoyens. Donc, pour justement intégrer un petit peu toutes ces pratiques-là, de se rendre compte que faire du compost, voilà, c'est facile. Comme tu le disais, ça peut être même juste en tas au fond du jardin. C'est toujours mieux que dans les déchets ménagers. Ouais. Donc, il y a des actions qui vont aller dans ce sens-là. Et même justement, même en amont du compostage, on aura aussi, je l'évoquais tout à l'heure, des ateliers de cuisine, de produits invendus ou de produits alimentaires peut-être un peu abîmés, justement pour les transformer et justement pour éviter que ça finisse en compostage, peut-être déjà les transformer en gratin, en soupe, en confiture. D'accord, ok, c'est intéressant. Et il me semble qu'il y a plusieurs acteurs sur le territoire que je connais, mais tu vas sans doute m'en parler d'autres aussi. D'ailleurs, on pourra étendre ça à tous les autres types de déchets parce qu'on en profite, mais sur spécifiquement les déchets alimentaires, il me semble qu'il y a des applis, des startups qui se sont lancées. Ouais. D'ailleurs, je devais les recevoir. C'est pas foutu. Hein. On va pouvoir le faire. Zaboka. Ils ont une appli qui permet de signaler, de récupérer les déchets alimentaires, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Ouais, il y a Glan Market sur le territoire qui fonctionne sur le même principe que Too Good To Go. Donc c'est ça, c'est les commerçants alimentaires qui confectionnent des paniers d'invendus alimentaires. Et pareil, ça marche sur le même système, click and collect, je réserve et je vais récupérer mon panier que j'ai payé à un prix très attractif, à un prix réduit de ce que j'aurais payé. En gros, les commerçants qui ont des invendus les mettent sur l'appli. Ouais. Et puis les particuliers viennent voir qu'est-ce que je peux récupérer. Ouais, c'est ça. C'est par exemple un boulanger qui, en fin de journée, confectionnerait un panier avec 3 croissants de baguettes, une quiche. Et au lieu de vendre ça au prix original de 20 €, il mettrait ça à 10 €. Ça marche bien, je ne l'ai pas essayé. Oui, alors moi je sais que j'avais déjà rencontré la personne qui porte cette démarche et ils font pas mal aussi de partenariats avec des acteurs locaux, même avec Valogétal pour récupérer par exemple aussi les noyaux d'avocat. Donc non, ça marche bien. Après voilà, c'est comme tout en fait, c'est des pratiques à intégrer, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, c'est encore à ses débuts. Ouais. Mais voilà, il faut communiquer dessus. Il y a la Banque alimentaire aussi, qui a un outil qui s'appelle Proxidon aussi, qui travaille avec les associations d'aide alimentaire justement pour faire le relais avec les citoyens, pareil dans le même format. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir tous ces acteurs? Est-ce qu'il y a un genre de répertoire? Alors, il y a Synergie qui a produit récemment un annuaire, un guide sur les acteurs qui traitent des biodéchets en Guadeloupe. Donc, ce n'est pas forcément que en bout de chaîne des acteurs qui font des paniers d'invendus alimentaires. Mais en tout cas, ils proposent cet annuaire qui est assez complet où on parle aussi des acteurs qui forment au compostage, on parle des plateformes de compostage, on parle des acteurs qui collectent et qui vont déconditionner les aliments. Donc, Synergie propose un guide en ce sens. Donc, sur le site internet de Synergie, oui, tout à fait. Dans la section bibliothèque ou documentation, vous allez le trouver facilement avec tout plein d'autres documents que je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé sur les sujets environnementaux. Ok, super. Et alors, donc, on en parlait tout à l'heure d'économie circulaire, parce que c'est vrai que pour nous, c'est comme si c'était acquis. Est-ce que tu peux nous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, nous expliquer en 2 phrases ou plus ce que c'est que l'économie circulaire? Alors, l'économie circulaire, on pourrait dire, c'est une alternative à ce qu'on appelle l'économie linéaire. C'est l'économie qui est la plus présente dans nos sociétés aujourd'hui. C'est l'idée de je vais extraire des ressources, je vais produire, fabriquer, consommer et jeter. C'est un système qui est très néfaste pour l'environnement, qui est très impactant, qui est très énergivore. Et l'économie circulaire va vraiment venir en tant qu'alternative où l'objectif, ça va être vraiment d'optimiser les ressources et de diminuer au maximum les déchets produits. Souvent, on a tendance à penser au recyclage quand on parle d'économie circulaire. Alors c'est vrai, c'est un des piliers de l'économie circulaire, mais c'est pas le seul et puis c'est pas non plus, en tout cas, le meilleur. Enfin, dans la hiérarchie de mode de traitement des déchets, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a plein de moyens de faire de l'économie circulaire et de manière très simple, même nous en tant que citoyens, c'est par exemple
via l'un des piliers qui est l'allongement de la durée de vie d'usage de nos produits, via le RRR. Donc, c'est la réutilisation, le réemploi et la réparation. C'est je fais réparer un t-shirt troué. C'est je vais acheter de seconde main en friperie. Je ramène ma bouteille consignée. J'utilise des palettes pour faire un salon de jardin. Enfin, voilà, c'est vraiment plein de petits gestes au quotidien qui finalement sont assez simples à mettre en œuvre et qui pour autant ont beaucoup d'impact en fait sur notre production de déchets. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant. On peut tous agir comme ça chez soi. Mhm. Et puis la première chose à faire aussi, c'est d'éviter. Ouais. Parce que là, tu as parlé de RRR. Pour moi, j'avais aussi en tête les 3 R qui sont Oui. réduire, réutiliser et recycler. Mhm. Le recyclage arrive tout à la fin. Mhm. D'abord, on essaye de ne pas en produire de déchets. Ouais. Si on en produit, on essaye de les réutiliser Mhm. sous une autre forme ou tel que prévu initialement. Et puis, si finalement c'est foutu, on peut rien en faire, à ce moment-là, on le met au recyclage et là, on transformera la matière pour refaire d'autres choses. Ouais, tout à fait. Comme on dit, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, qu'on ne produit pas. Donc, effectivement, c'est encore une fois, c'est des habitudes à prendre, à intégrer, de savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit. Si j'en ai pas besoin, je vais pas produire de déchets par la suite. Mais voilà, on sait c'est pas toujours facile de pas du tout consommer, de pas du tout produire. Et donc, dans ces cas-là, c'est vraiment d'essayer d'opter pour une démarche la plus vertueuse possible, que mon produit soit, par exemple, éco-conçu ou qu'il soit mutualisable, par exemple, à l'échelle d'un quartier, un produit qu'on pourrait partager comme une tondeuse, une perceuse, ou alors à la fin, si vraiment mon produit, il est vraiment en fin de vie, il est complètement usé, usagé, c'est, que tu l'as dit, par exemple, le recycler pour faire en sorte qu'il puisse servir à un nouvel usage pour un autre produit. D'accord. Et alors du coup, toute cette mouvance-là d'économie circulaire crée forcément aussi des idées de business. Mm-hmm. Et en Guadeloupe, on voit que ça bouge beaucoup en fait ces dernières années. Est-ce que tu connais, à l'ADEME, c'est votre métier d'accompagner, de financer techniquement et économiquement les porteurs de projets. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques acteurs? Il y en a qui sont déjà venus dans l'émission, mais qui se lancent ou qui se sont déjà lancés sur la thématique de l'économie circulaire? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on assiste à un essor ces dernières années de démarches d'économie circulaire sur le territoire avec des associations en majorité et des entreprises privées également. On a par exemple l'entreprise Verre en Verre qui, elle, s'est spécialisée dans la collecte, le lavage et la redistribution de contenants en verre, donc des bouteilles en verre. La réutilisation. Oui, tout à fait. Ils utilisent la consigne ou pas? Alors non, ils ne font pas de consigne, mais ils collectent, ils lavent et ils redistribuent ensuite aux producteurs locaux. Donc ils travaillent par exemple avec Lanctot, avec les brasseries La Lézarde ou La Lécouse, Potidou, les petits pots pour bébés. Donc par exemple, entre 2022 et 2024, ils ont quand même réussi à remettre en circulation à peu près 15 000 contenants en verre. Donc c'est quand même pas négligeable, c'est quand même très intéressant. Donc on a cet acteur-là, on a un acteur associatif aussi qui, vous l'avez sûrement remarqué, c'est GRS, donc Guadeloupe Recyclerie Solidaire, qui a déployé petit à petit, on en voit un certain maillage sur le territoire, c'est les grosses bornes d'apport volontaire Orange. Elles sont souvent sur les parkings des supermarchés, sur les stations-service ou juste en bord de route. Et donc cette association, elle récupère et collecte donc, ce qu'on appelle le TLC, donc textile, linge et chaussures. Et donc voilà, pour objectif après de les trier et soit de les réparer quand ils sont en mauvais état ou en bon état de les remettre, de les revendre en seconde main dans leur friperie, ou alors quand il n'y a plus rien à faire, c'est de renvoyer en hexagone pour recyclage les textiles. Oui, parce qu'on n'a pas d'unité encore de recyclage de textiles sur place. Non. Ouais. Okay. Mais voilà, ils sont très nombreux. Il y en a aussi pour les plus connus, les plus emblématiques, comme Casabroc, Casarecycle, que tu as reçu, je crois déjà, qui effectivement fait du réemploi, la seconde main de meubles, de textiles, et puis qui fait aussi beaucoup d'ateliers, de chantiers d'insertion pour la réparation de vélos, de réemploi de palettes, où il parlait la dernière fois des éco-mouillages qu'il fait à partir de béton recyclé. Et après, voilà, sur le territoire, on a aussi des projets tout innovants, tout récents, comme de l'upcycling de combinaisons de plongée, l'upcycling dans les textiles, dans le cadre d'un tiers-lieu de la mode éco-innovante. Enfin, voilà, on a vraiment un essor
d'acteurs sur le territoire qui œuvrent pour un développement de l'économie circulaire. Exact. Puis on voit aussi que les éco-organismes sont de plus en plus actifs, notamment en ce moment dans le BTP, la réutilisation tout à fait. des éléments de déconstruction du bâtiment. Ok, bon bah écoute, c'est super. Alors sur la CERD en tant que telle, le programme, j'imagine, doit être en ligne quelque part. Ouais, alors effectivement, donc sur le site de la CERD, il y a tout qui est recensé. Il y a une cartographie par région qui recense toutes les actions qui sont labellisées. Donc, il y a la cartographie de la Guadeloupe avec toutes les actions prévues, l'organisateur, la date, le lieu, le descriptif. Et la région Guadeloupe va également mettre à disposition un livret qui va recenser également toutes les actions qui auront lieu pendant la CERD, diffusables, et qui pourra servir de support. D'accord, super. Donc, on mettra le lien dans le descriptif du podcast si vous voulez aller voir ce qui se passe et vous renseigner. Puis, c'est toujours bien de vivre les choses plutôt que de juste les entendre ou les lire sur un écran. Je vous incite fortement à vous déplacer, emmener vos enfants, aller voir ce qui se passe dans ces différents événements. Alors, ça fait le tour de notre première partie d'émission. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais mentionner ou signaler en particulier, ou on a fait le tour? Non, je pense qu'on a tout évoqué. Juste que remettre juste l'accent sur le pourquoi de la CERD et pourquoi c'est important pour notre territoire. On l'a évoqué, la Guadeloupe, c'est un territoire particulier. On est un archipel, on est un territoire insulaire qui n'est pas extensible. On ne peut pas stocker, entasser des déchets à l'infini. Donc pour le bien de notre territoire, en fait, de notre quotidien, c'est important de justement avoir conscience que nos déchets ne peuvent pas s'entasser à l'infini. Surtout que en tant que territoire insulaire, même doublement insulaire avec les îles du Sud, nos transports de déchets coûtent cher, que ce soit vers la Guadeloupe continentale ou vers l'Hexagone ou l'Europe ou je ne sais où. Ça coûte cher, donc c'est aussi le coût du territoire, l'argent dépensé par le territoire qui est important. Et encore une fois, la Guadeloupe, c'est un territoire aux ressources limitées, donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir justement préserver nos ressources, donc les faire durer le plus dans le temps. Quand je parlais d'allongement de durée de vie d'usage, c'est faire durer le plus possible nos ressources qui peut-être permettront d'avoir une diminution aussi de nos importations, nos exportations. C'est de privilégier le local, le circuit court. Et tout ça, ça se fait en adoptant des pratiques durables au quotidien, notamment en adoptant des démarches d'économie circulaire. Effectivement, super. Parce que c'est vrai que le deuxième effet qui se coule, on va dire, de ça, alors non seulement donc, on évite de mettre des déchets dans la nature ou d'en stocker, on évite d'en consommer, donc on protège nos ressources, mais aussi on crée de l'emploi. Tout à fait. Parce que quand tu crées une activité économique à partir de déchets qui sont sur place, finalement, on apporte des produits, mais qui génèrent des déchets. C'est une matière première gratuite, entre guillemets, voire pour laquelle on peut être payé pour les traiter. Et puis, de quoi on peut produire des fois des produits en arrière, comme on le voit par exemple pour Wax Island, tu as cité tous les acteurs là. Tout à fait. Qui recréent des nouveaux produits à partir de déchets. Tout à fait. Et puis, c'est ça, ces générateurs, évidemment, ça a un impact environnemental, économique, tu l'as dit, mais aussi social. C'est il y a du lien social aussi qui se crée par rapport à tout ça. On l'évoquait, par exemple, on évoquait tout à l'heure donc, le tri à la source des biodéchets, donc, qui se fait par exemple par le compostage partagé, par exemple, à l'échelle d'un quartier ou de quelques pâtés de maison. C'est aussi du lien social, de pouvoir échanger avec ses voisins. Il y a beaucoup aussi d'associations qui vont sensibiliser dans les écoles. Il y a aussi beaucoup d'ateliers intergénérationnels qui se font aussi. Donc tout ça est aussi vecteur de lien social et c'est que du plus pour le territoire. Super. Donc rencontrez-vous, partagez, échangez, économisez en même temps. Profitez-en, c'est la CERD toute la semaine du 16 au 24, décidément. Merci beaucoup Axel. Merci. Et nous allons poursuivre l'émission avec Laurent Poulain, qui est également ingénieur économie circulaire à l'ADEME, mais plutôt axé collectivité. Merci. Merci Axel. Et donc voilà, nous arrivons dans cette deuxième partie de l'émission avec Laurent Poulain. Collègue d'Axel Robiol et ingénieur également déchets économie circulaire, plutôt activité axée sur les collectivités. Oui, tout à fait. Ouais. Bonjour Laurent. Bertrand. Alors,
on va parler maintenant un peu plus concrètement sur le territoire de la gestion des déchets, parce que il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont là. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner quelques ordres de grandeur sur les services de gestion des déchets en Guadeloupe, combien on en produit, histoire que les gens se fassent une idée? Oui, tout à fait. Donc, on produit donc, en 2022 environ 350 000 tonnes de déchets, déchets des entreprises et déchets des ménages. Donc ça, c'est évalué par l'ORDEC, l'Observatoire régional des déchets de l'économie circulaire, qui est porté par Synergile. Et dans ces 350 000 tonnes, on a environ 240 000 tonnes de déchets en lien avec la production des ménages et 110 000 tonnes en lien avec les entreprises, la production des entreprises. Voilà. Et donc, concernant les déchets des ménages, on a effectivement environ 130 000 tonnes de déchets qui sont ramassés dans les bacs gris. Donc, c'est les ordures ménagères résiduelles. Donc, c'est tout ce qui, normalement, ne peut pas être trié. Ensuite, on a environ 55 000 tonnes de déchets qui sont collectés en porte-à-porte, comme les déchets verts, par exemple, ou les encombrants. Il peut même y avoir des fois des collectes de D3E, déchets d'équipement électronique, frigo, machine à laver, etc. Donc ça représente encore 55 000 tonnes. Derrière, on a 47 000 tonnes de déchets qui sont collectés en déchetterie. Et après, on a tout ce qui est bac jaune, bornes d'apport volontaire jaune et les bornes d'apport volontaire vert, donc qui permettent pour les bacs jaunes de trier les déchets d'emballage hors verre. Donc ça veut dire tout ce qui est petits cartons, papier graphique, bouteilles plastiques, canettes alu, canettes acier, boîtes de conserve. Donc tout ça, ça à mettre dans les bacs jaunes. Les bornes d'apport volontaire de verre, c'est pour mettre bien évidemment tout ce qui est verre et bocaux. Donc ça représente environ 5 000 tonnes pour les déchets d'emballage, donc ce qu'on retrouve dans les poubelles jaunes, et environ 3 600 tonnes pour le verre qui sont collectés tous les ans. Et tout ça représente par personne, tu as une idée? Par exemple, si on parle des ordures ménagères? Alors, au global, ça représente environ 624 kilos par habitant et par an de déchets qui sont produits en Guadeloupe. Là, tu n'inclus pas le BTP, là? Non. Là, c'est tous les déchets dont tu viens de parler. Tout à fait, ouais. Mais c'est énorme. C'est très important, oui, effectivement. Alors après, ça peut s'expliquer peut-être aussi par les conditions climatiques qui font qu'on produit, comme ça avait déjà été évoqué, pas mal de déchets verts. Donc, ça, c'est des impondérables qui font qu'on peut avoir un peu plus de déchets de ce type-là. Mais effectivement, on produit beaucoup de déchets en Guadeloupe. Donc, pour faire une comparaison, il y a environ 100 kilos de moins en moyenne en hexagone de produits par personne. C'est lié aux déchets verts ou c'est lié pas que aux déchets verts? Non, c'est lié à la consommation, de tous les jours. Peut-être, effectivement, de ne pas être dans la réutilisation, de ne pas chercher à faire réparer ou de ne pas pouvoir faire réparer des objets. Et donc, du coup, d'être obligé de les renouveler plus souvent. D'accord, ok. Donc on a une marge de progression à faire sur justement les principes d'économie circulaire dont on parlait avant. Oui, tout à fait. Réutiliser, etc. Ok. On entend souvent là, dire en Guadeloupe que finalement tous les déchets vont dans le même trou en enfouissement. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe, qui collecte les déchets, et puis quels sont... Tout à fait. Donc, en fait, la compétence des déchets échoit maintenant aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes. C'est-à-dire que c'est eux qui ont la compétence et de collecter les déchets et d'en assurer le traitement. Ouais. Donc après, il y a certaines collectivités qui décident de céder tout ou partie des compétences à un syndicat de déchets qui va faire ce travail pour le compte de la collectivité. Donc, pour être très clair, en Guadeloupe, on a pour Grande Terre, donc pour la CARL et pour la CANGT, on a un syndicat de déchets qui s'appelle le Sinoval, qui a été créé récemment, qui s'occupe et de la collecte et du traitement des déchets. On a également un autre syndicat de déchets qui s'appelle le CIVAD, qui lui s'occupe du traitement des déchets pour la communauté de communes de Marie-Galante et la communauté d'agglomération de Cap Excellence. Voilà.
Et ensuite, on a les collectivités de basse-terre qui, elles, s'occupent de la collecte et du traitement. Donc, c'est elles qui gèrent en direct leur relation avec les prestataires pour gérer ces déchets-là. Voilà. Et quand tu dis elles s'en occupent en direct, ça ne veut pas dire qu'elles le font elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont des prestataires de collecte pour les différents flux de déchets et puis des prestataires de traitement qui vont traiter les déchets collectés. Oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est elles-mêmes qui prennent des prestataires donc par des marchés pour ensuite faire le travail là où un syndicat de déchets va s'occuper de lui-même de réaliser ces actions-là. Voilà. Donc après, c'est des choix des collectivités pour des règles de stratégie. Mais on a différents modèles. Donc, il ne faut pas vous... quand vous avez un souci avec de la collecte ou avec... il y a un bac peut-être de déchets qu'il faut renouveler parce qu'il est cassé, ou vous voyez peut-être un peu de problématiques dans les services fournis, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos collectivités responsables pour leur signaler de manière à ce qu'elles puissent mettre en place des actions correctrices. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, là, justement, à tous ceux qui écoutent, souvent, les gens ont tendance à appeler la mairie. Alors, la mairie, elle les redirige, mais appelez directement soit votre communauté de communes, soit vos communautés d'agglos, soit le syndicat qui est en lien avec... Oui, tout à fait. La compétence des communes, c'est pas du tout de collecter et de traiter les déchets, c'est vraiment les collectivités. La compétence des communes, c'est le nettoiement des rues, par exemple. Donc ça reste aux communes, mais sur toutes les problématiques de collecte, adressez-vous aux collectivités. Ouais. Alors pourquoi c'est si important de faire le tri? Parce qu'il y a plein de gens qui se disent je me fatigue pour rien, et puis de toute façon, on en parlera après, mais il y a des idées reçues aussi de se dire qu'il n'y a pas finalement des installations qui vont en face de chaque flux de déchets. Quel est l'intérêt, quels sont les intérêts de bien faire son tri sur les déchets? L'intérêt, déjà, c'est de respecter les règles qui sont fixées par la collectivité. Ouais. C'est-à-dire, elle met en place un service, donc qu'elle budgète, et donc qu'elle pense être utilisé selon les raisons pour lesquelles ils ont été créés. C'est-à-dire que s'il y a une déchetterie, c'est pour que les gens puissent y amener leurs déchets de certaine envergure. Dans les déchetteries, il y a possibilité de trier beaucoup de choses. Donc l'intérêt de trier et d'utiliser le service tel qu'il est prévu, ça permet déjà à la collectivité d'arriver à financer le service, à pouvoir optimiser dans le futur le service en fonction des évolutions. Et puis surtout le tri permet bien évidemment qu'on sépare les matières entre elles, ça permet de massifier certains types de matières. Donc je ne sais pas, par exemple, on va trier le carton, on va pouvoir massifier le carton et peut-être qu'on arrivera à atteindre certains seuils de déchets qu'on arrive à regrouper type le carton, des activités économiques seront en capacité de se créer puisqu'il y aura des flux suffisants qui pourraient justifier certains types d'investissements, certains niveaux d'investissement qu'il n'est pas possible aujourd'hui de faire parce qu'on n'a pas forcément les quantités de déchets, de matières requises. Donc l'intérêt de trier, c'est vraiment d'essayer de séparer au mieux toutes les matières pour qu'elles puissent avoir une chance de trouver un débouché sur le territoire. Et ça, c'est vraiment très important. Ça va créer, bien évidemment, ça peut créer de l'activité économique, donc de capter de la valeur ajoutée qu'on ne capte pas aujourd'hui, mais qu'on envoie plutôt en hexagone, malheureusement. En hexagone. Ou si c'est pas trié, ça va en enfouissement. Ouais. Donc il faut savoir qu'actuellement, on a environ 75% des déchets des ménages qui sont enfouis. Et si on fait une comparaison avec l'hexagone, comparaison n'est pas raison, mais c'est toujours intéressant de regarder. En hexagone, on est plutôt à 28% des déchets qui sont enfouis. Donc, on a quand même une très, très grosse marge en Guadeloupe. Nous, on enfouit 75%, en hexagone, c'est 28%. Tout à fait, oui. Donc, c'est trois fois moins, quoi. C'est ça. Et donc, on a quand même une belle marche à franchir. Et donc, le tri est important, puisqu'effectivement, on va éviter d'enfouir. Ça permettra de réutiliser des matières, et comme on le disait tout à l'heure, d'économiser des ressources, parce qu'effectivement, tout ce qu'on consomme nécessite de la matière première. Alors, ça peut être à base d'énergie fossile, de minerais, mais ça nécessite aussi, pour les mettre en œuvre, de l'énergie, pour les fabriquer, et ça nécessite de l'eau. Donc, ça veut dire qu'en fait, tous les gestes qu'on pourra amener, tout ce qu'on pourra économiser en matière, permettra d'économiser aussi des ressources qu'on n'ira pas prélever. Et aussi, ce qui a une des conséquences aussi, tu en parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les dispositifs de collecte et de traitement pour chaque flux de déchets
sont dimensionnés sur un flux qu'on a estimé. Mais si finalement ce flux est moins élevé que ce qu'on a prévu, le coût relatif devient beaucoup plus cher. Donc en fait, si on ne fait pas le tri, on augmente finalement indirectement le prix qu'on va payer en taxes. C'est la TEOMG. On a la TEOM sur la taxe pour le traitement des déchets va indirectement augmenter parce qu'on fait augmenter les coûts d'infrastructures qui sont prévues pour trier des choses qui ne sont pas triées. Tout à fait. Donc, par exemple, quand vous amenez une machine à laver en déchetterie, il y a le transport en moins pour la collectivité. Et elle arrive directement pour être triée au bon endroit dans la bonne benne. Donc, d'utiliser la déchetterie, ça coûte environ 2 fois moins cher d'une collecte en porte-à-porte. Donc, ça veut dire que plus les équipements type déchetterie seront utilisés, plus moins le coût sera élevé, notamment en lien avec la collecte, et plus la collectivité sera peut-être en capacité d'investir dans de nouveaux équipements ou de baisser la taxe. Mais c'est important vraiment d'utiliser les équipements à bon escient. Alors, un exemple aussi, c'est quand vous emmenez en déchetterie le déchet, donc vous le triez par matériaux. Quand vous achetez quelque chose, en fait, vous payez une éco-contribution. Vous achetez un canapé, vous payez une éco-contribution sur le canapé. Cette éco-contribution va à un éco-organisme. Et cet éco-organisme utilise cette éco-contribution pour soit aider à éco-concevoir les produits, mais également aider à la collecte et à la fin de vie des déchets, et donc à venir aider les collectivités. Donc une collectivité qui va avoir, je ne sais pas moi, une certaine quantité d'emballages, s'ils sont bien triés, elle va pouvoir ensuite les valoriser auprès de l'éco-organisme, et donc qui va l'aider à payer son service. Si le tri est mal fait, cet argent que l'éco-organisme pourrait reverser n'est pas reversé à la collectivité. Le déchet qui n'est pas trié reste dans la poubelle grise et va être enfoui à des coûts importants. Donc, c'est-à-dire qu'on paye 2 fois le déchet parce que l'usager a payé l'éco-contribution qui n'est pas reversée ensuite à la collectivité. Et ensuite, il paye bien évidemment en plus pour aller enfouir le déchet. Et alors, l'effet le plus délétère, c'est de laisser ces déchets, bien évidemment, sur le bord de la route, tout ce qui est dépôt sauvage, puisque là, non seulement on n'est pas aidé par l'éco-organisme, non seulement il faut l'enfouir, mais avant de l'enfouir, il faut en plus aller le collecter partout où il se trouve. Donc, ça veut dire qu'à la fin, le citoyen, il va devoir payer beaucoup plus cher l'enlèvement de son déchet que s'il était allé le mettre au bon endroit, dans le bon équipement. Et ça, c'est clair, c'est quelque chose alors moi, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve personnellement, les décharges sauvages. Parce qu'encore, il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de déchetteries. Maintenant, il y en a presque une par commune. Enfin, j'exagère, mais il y en a beaucoup. Quasiment une par commune. En tout cas, il faut plus rouler tant que ça pour trouver une déchetterie. Et on voit encore des dépôts sauvages un peu partout. C'est gratuit, hein. Donc dites-le à tout le monde, là, les artisans, c'est gratuit les déchetteries, donc allez-y, ça prend 2 secondes. Et puis si vous voyez des gens faire des dépôts sauvages, je sais pas, klaxonner, faites quelque chose là, mais c'est vraiment... Alors, et un autre effet négatif, c'est pour le tourisme, hein. Donc c'est vraiment pas une belle image de voir des décharges sauvages, des dépôts sauvages un peu partout sur le territoire. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, effectivement, en termes de déchetterie, il y a environ une déchetterie maintenant pour 2 communes. Donc, ça veut dire que le maillage s'est étendu et maintenant, il faut faire beaucoup moins de kilomètres pour y aller. Et puis, notamment, on constate que les gens qui viennent déposer une machine à laver sur le bord de la route, il faut quand même qu'ils la déposent avec leur voiture. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la machine à laver était dans la voiture. Pourquoi ne pas aller jusqu'à la déchetterie pour la déposer? Et puis, limite, vous aurez de l'aide pour la mettre dans la benne. En plus, oui, donc, tout à fait. Effectivement, on a un ensemble d'idées reçues aussi qu'il faut qu'on arrive à combattre. Donc, tu en évoquais une première qui était que les déchetteries publiques étaient payantes. Donc ça, c'est tout à fait inexact. En fait, chaque citoyen peut amener ses déchets dans la déchetterie qui est la plus proche de chez lui, ne payera rien. Il pourra se débarrasser de tout un tas de flux de déchets qui sont triés et qui pourront ensuite être recyclés correctement. Les déchetteries sont gratuites. C'est vraiment un message important qu'il faut porter. Après, on constate qu'il y a d'autres idées reçues un peu qu'il faut combattre. Donc, par exemple, on l'a déjà évoqué, comme quoi ça ne sert à rien de trier, puisqu'à la fin, tout est enfoui. Bon, c'est pas vrai, puisque effectivement, est enfoui le déchet qui n'est pas trié. Par contre, comme on vient de le dire, tous les déchets qui sont à un moment d'être triés, soit par les bandes d'apport volontaires, les bacs qu'on peut avoir en porte-à-porte ou les déchetteries,
ces déchets-là, ensuite, ils vont dans des filières très spécifiques en fonction de la typologie de déchets pour être traités. Donc, tous les déchets, ça sert vraiment de trier. Il faut le garder à l'esprit. Hein. Ouais. Et alors, si vous êtes curieux, j'y pense maintenant, là, il y a un site internet là, qui est super sympa, facile à naviguer, qui s'appelle le Guide des déchets de la Guadeloupe. Vous tapez ça sur Google, hein, c'est la CCI qui avait mis ça en place. C'est assez pratique parce que vous tapez un type de déchet, ça vous donne qui sont les gens qui les collectent, où est-ce que c'est valorisé. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas un déchet, il n'y a pas un type de déchet qui n'a pas une filière prévue. Hein. Voilà, j'exagère. Le bois, par exemple, n'est pas valorisé pour l'instant. Bon, il y a quelques éléments comme ça. Et c'est toujours la même chose, c'est les problématiques de tri. C'est-à-dire que, moi, j'ai un exemple qui m'avait marqué là-dessus. En Martinique, il y a une entreprise qui s'était lancée pour recycler des bouteilles, les bouteilles de plastique. Hein. Et ils avaient planifié leur stratégie sur un flux de déchets qui pensait augmenter à échelle de 5-10 ans, quoi. Et en fait, le flux de déchets collectés, donc le tri des bouteilles plastiques, n'a jamais atteint finalement ce qu'ils pensaient que ça pourrait atteindre. Et l'entreprise a dû fermer, quoi. Elle a dû fermer parce que finalement, on n'arrivait pas à collecter assez de bouteilles, alors que les déchets sont là et finissent enfouis. Donc, quand vous faites le tri chez vous, si vous ne faites pas le tri, pensez à ça. C'est-à-dire que vous allez, en triant votre bouteille plastique, c'est pas simplement faire un geste pour la planète, c'est aussi faire un geste pour votre pays, pour faire de l'emploi localement, pour réduire aussi votre facture de collecte des déchets. Ça a beaucoup d'impact qu'on n'imagine pas. Oui, tout à fait, ouais. Tu as complètement raison. Ouais. Donc, on a parlé des intérêts, des filières. On a vu qu'on avait une belle marge de progression devant nous. Si on se projette un petit peu dans l'avenir, quels sont déjà peut-être les objectifs qui sont fixés et puis les projets ou prochaines grandes actions qui vont arriver? Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, la région, à travers le PRPGD, donc le plan de prévention, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, a édicté il y a quelques années un peu les objectifs à atteindre pour le territoire en termes de production, de gestion des déchets, mais aussi de prévention, de réemploi, etc. Et les moyens à mettre derrière. Effectivement, la région œuvre depuis quelques années sur le maillage des déchetteries. Donc effectivement, ils avaient pris la maîtrise d'œuvre sur 8 déchetteries pour le Basse-Terre, hein, le territoire de Basse-Terre, afin de venir rattraper un petit retard structurel où c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de déchetteries. Donc là, on peut dire que l'année dernière, par exemple, il y a la déchetterie de Terre des Hauts aux Saintes qui a ouverte. Il y a celle de Baïf qui est aussi un centre de regroupement. Les années précédentes, il y a la déchetterie de Pointe-Noire, de Terre de Bas. Donc voilà, et en fait, il y a un ensemble de déchetteries qui ont émergé récemment. Il y en a qui sont en cours de construction. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 25 déchetteries dans quelques années, de manière à vraiment avoir un maillage important. Donc ça, on voit que c'est une action qui est menée et on peut déjà en voir les effets, hein, puisque on voit les déchetteries qui sont sorties. Il y a des réflexions également sur la diminution de l'enfouissement des déchets. Donc ça passe par des réflexions autour du CSR, combustible solide de récupération. Donc le principe, c'est de mettre en place des centres de tri et de préparation. Donc c'est des centres de tri sur les déchets des ordures ménagères, hein, les bagueries, pour essayer d'en trier tout ce qui est recyclable et tout ce qui ne l'est pas, d'essayer de le préparer pour pouvoir en faire un combustible pour le valoriser énergétiquement. Voilà. Donc là, c'est des projets qui sont en cours. Donc il y aurait 2 centres de tri et préparation portés, un par le CIVAD, un autre par le Sinoval. Donc là, ça serait de préparer, de trier et préparer les déchets. Et le CSR serait, lui, ensuite valorisé énergétiquement sur une ligne construite par Albioa au Moule pour produire de l'énergie. Donc voilà, donc là, on voit que c'est un gros projet de territoire qui concerne toute la Guadeloupe et qui aurait pour but de diminuer les déchets qu'on enfouit et à minima leur trouver une destination finale qui est meilleure que l'enfouissement, qui est la valorisation énergétique. Ouais, donc en bout de chaîne, si on n'a pas réussi à les réutiliser, à les recycler ou à les éviter, on en fait de l'énergie. Et là, on aura déjà, ça sera quand même très gagnant comme situation. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est toujours dans la hiérarchie du mode de traitement des déchets. Effectivement, le plus bas, c'est l'enfouissement. Hein. Au-dessus, c'est la valorisation énergétique.
Ce qui est un peu meilleur, c'est la valorisation matière. Et puis après, le top, c'est d'arriver à allonger les produits, à faire du réemploi, de la réutilisation, voilà. Et ensuite, le mieux, c'est d'éviter le déchet. Hein. C'est de ne pas le produire. Mais bon, la valorisation énergétique est une solution qui est quand même intéressante et qui évite d'enfouir les déchets pour des années. Oui, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On sera toujours quand même obligé d'avoir une partie qui n'est pas triée, on ne sait pas quoi faire. Enfin, on le voit concrètement. Dans le quotidien, c'est pas évident. Oui, tout à fait. Ouais. Tout le type de déchets ne se prête pas à un tri très fin et n'est pas facilement recyclable. Donc derrière, il faut trouver d'autres solutions. Après, petite parenthèse, avant de te laisser continuer sur les projections, je pense que c'est important quand même de parler là, des mouvements zéro déchet parce que à un moment donné, on entendait beaucoup parler, on en entend moins parler. Mais j'avais lu un bouquin comme ça, La famille zéro déchet. Et c'est super intéressant parce que faire l'exercice de se dire que j'essaye de plus produire de déchets liés à ma consommation personnelle. Ça amène dans une démarche de vie aussi c'est un peu une aventure. Et ceux qui sont curieux, je vous encourage à aller regarder. Il y a des vidéos en ligne, des choses comme ça. Peut-être on mettra un lien. Et ça peut être une activité avec toute la famille, de se dire comment j'évite des emballages de nourriture, etc. Oui, de rentrer dans ce type d'expérimentation permet de se poser des questionnements en fait sur tout ce que l'on peut faire dans la vie courante. Quand on a un appareil, finalement, on va plutôt chercher à aller le réparer qu'à le jeter pour en racheter un neuf. On va éviter le gaspillage alimentaire, donc on va peut-être manger ce qui arrive en date de péremption, plutôt que de manger ce qu'on a envie. Et puis, tant pis, ce qui est trop vieux, on va le jeter. Voilà, c'est de rentrer un peu dans les habitudes, réfléchir un petit peu différemment. Ça ne demande pas forcément énormément d'efforts. Et parfois, ça coûte moins cher. Ça coûte souvent moins cher, mais effectivement, c'est regarder les choses un peu différemment. C'est un peu de travail, il faut travailler sur soi. Ouais. Je te laisse poursuivre sur les choses à venir. Oui, les prochaines choses à venir, effectivement, début 2026. Donc, il va y avoir une extension de la consigne de tri. Donc, ça veut dire les consignes de tri de ce qu'on peut mettre dans les bacs jaunes ou les bornes d'apport volontaire jaunes vont se simplifier. On va pouvoir y mettre beaucoup plus de choses, type les pots de yaourt, les films alimentaires, etc. Donc, ça veut dire que le ménage aura beaucoup moins de questions à se poser de savoir sur ce qui est triable ou pas triable. Et donc, on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses dans les bacs jaunes qui pourront être recyclées derrière. Donc ça arrive début 2026 avec toute l'organisation qu'il y a autour, mais les collectivités sont déjà en train d'y réfléchir. Il y avait aussi des réflexions sur la consigne, la consigne donc des bouteilles plastiques et canettes. Donc là, il y a eu des réflexions qui ont été menées avec des modalités techniques qui sont pas du tout arrêtées. Donc les réflexions sont en cours. Mais il est à noter qu'en parallèle, il y a des collectivités qui lancent des initiatives, comme très dernièrement la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, qui lance un dispositif où l'usager peut gagner des points quand il amène ses déchets en borne d'apport volontaire ou en déchetterie, des points qui lui ouvriront ensuite l'accès à certaines réductions dans certains commerces. Voilà. Donc c'est le dispositif Clink qui vient d'être lancé là très très récemment. Tous les gens du Nord Grande Terre, donc là c'est pas le Sinoval du coup, c'est le Nord Grande Terre. C'est le Nord Grande Terre, ouais. Donc quand on va en déchetterie au Nord Grande Terre, où on a des points. C'est ça, donc alors là je peux pas vous donner les modalités exactes du fonctionnement, mais il lance une initiative pour inciter les ménages justement à utiliser les équipements, les bornes d'apport volontaire comme les déchetteries. Et donc de leur donner une gratification quand ils vont y aller. Ok. Voilà, donc il y a plein de projets, hein. Donc bien évidemment au niveau régional, hein, que ce soit le conseil régional, l'ADEME, on est là pour accompagner tous les projets en lien avec l'économie circulaire. Donc après, à ne pas produire le déchet ou essayer justement de plutôt le réemployer, le réutiliser, le réparer, plutôt que de jeter. Donc et d'aider un peu toutes les initiatives d'entreprises qui peuvent se mettre en place pour traiter des flux qui ne le sont pas aujourd'hui. D'où l'intérêt de trier. Plus on triera, plus il y aura de matière qui sera disponible pour que des entreprises ensuite puissent créer des activités. Super, merci beaucoup Laurent pour toutes ces infos. Je pense qu'on pourrait encore en parler des heures, mais on a au moins pu évoquer les principaux points. C'est la première émission où je pense où on parle vraiment de déchets. Donc je suis très content parce que c'est un sujet super important.
Profitez de la semaine européenne de réduction des déchets pour vraiment vous informer de ce qui se passe sur le terrain, de ce que vous pouvez faire individuellement. Peut-être que ça va aussi donner des idées de business à certains, de se dire « Ah, mais peut-être que je pourrais travailler sur telle ou telle chose ». Vous savez à quelle porte frapper si vous avez des questions ou besoin d'accompagnement. L'ADEME est là pour ça, sur ces thématiques. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager ces capsules, parce que ça va être diffusé justement pendant la CERD. Donc, on espère que ça va toucher le plus grand nombre d'entre vous. Merci merci Laurent d'être venu. Merci Bertrand. Merci Axel encore, qui est dans la salle mais que vous ne voyez plus. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une excellente semaine européenne de réduction des déchets et je vous dis à très bientôt. Régénération Caraïbes, le podcast.